À tous et bienvenue dans ce dernier webinaire de l'année 2020 du Carré de Paris. Malgré la pandémie du corona qui a largement dominé l'actualité de cette année, 2020 a été également riche en événements politiques et nous y reviendrons donc ce soir, notamment sur les moments clés qui ont marqué cette année en présence du professeur émérite en relations internationales Bertrand Badi et le directeur du CAREP, le spécialiste du Moyen-Orient, Salam Kawakibi. Bonsoir à tous les deux et merci d'être avec nous ce soir. Pour débuter cette rétrospective, je propose donc de commencer par un événement qui a marqué l'actualité du mois de janvier 2020, à savoir le plan Trump-Netanyahou pour le conflit israélo-palestinien. Ce plan reconnaît effectivement la souveraineté israélienne sur les principaux blocs de colonies en Cisjordanie, ainsi que l'annexion de la vallée du Jourdain en échange d'un gel des nouvelles colonies israéliennes dans certaines zones pendant 4 ans. Donc Bertrand Badi, qu'est-ce qui vous inspire en fait cet accord Trump-Netanyahou? Est-ce qu'on peut considérer que c'est la fin de la diplomatie internationale traditionnelle? Oui, d'un certain point de vue, on peut dire ça. D'autant que ce qui caractérise le trumpisme, c'est une forme très curieuse de diplomatie. Jusqu'à maintenant, on s'habituait à l'idée que la diplomatie, c'était l'art de la négociation et du compromis. Là, on n'est pas du tout dans la négociation ni dans le compromis. On voit se révéler à travers cet accord et à travers les différents accords bilatéraux qui se sont succédés entre Israël et certains pays arabes, une forme nouvelle de diplomatie que je caractériserai de 3 manières. D'abord, c'est une diplomatie d'affichage. C'est-à-dire, ce qui compte, c'est davantage le déclaratoire que la transformation des données sur le terrain. Le rôle du diplomate, c'est de réduire un différend. Là, il s'agit d'exprimer une posture. Trump a inventé cet art nouveau de la diplomatie qui est l'art de l'affichage qui se substitue à celui de la négociation. Deuxième élément, on s'aperçoit que finalement, dans tout ce processus, c'est Benjamin Netanyahou qui a conduit le bal. C'est-à-dire qu'on voit une inversion se produire par rapport au modèle que nous avait légué le temps de la bipolarité où le grand frère commandait et le petit frère qui était protégé obéissait. Il a changé la protection qu'il requérait du plus fort contre une forme d'allégeance. Là, c'est totalement différent. On a le sentiment que d'un bout à l'autre du processus, c'est le Premier ministre israélien qui a défini le cadre de ce qu'est ce plan de paix et que finalement, ce plan de paix n'apporte aucune concession d'aucune nature de la part de la partie israélienne. Donc, c'est un ralliement pur et simple de l'administration trumpienne au schéma israélien. Ce qui, par parenthèse, n'a pas vraiment porté chance à Netanyahou, puisqu'à partir du moment où il apparaissait que cet accord n'était pas une transaction ni un compromis, mais tout simplement un affichage, et un affichage téléguidé depuis l'administration israélienne, il n'a eu véritablement aucun impact ni sur le terrain, ni sur les conditions mêmes des relations interétatiques dans la région. Le troisième élément, c'est qu'on s'aperçoit que finalement, contrairement à ce que l'on pouvait redouter à un moment donné, cet accord n'a pas débouché sur une annexion des parties que l'accord, enfin que le plan de paix reconnaissait comme étant d'allégeance israélienne. Il n'y a pas eu d'annexion, mais finalement, en avait-on besoin? C'est-à-dire que ce qui paraît finalement s'imposer à travers ce processus, c'est davantage le gel d'un statu quo et d'un statu quo qui est finalement la formule la plus favorable à Israël. Un statu quo, ça veut dire quoi? Ça veut dire
on garde le provisoire, c'est-à-dire l'occupation de 67, et à mesure que les années passent, ce provisoire devient durable et il n'est plus nécessaire même d'institutionnaliser cette durée, cette pérennité. Elle s'impose d'elle-même et finalement, avant ou après l'accord, sur le plan institutionnel et juridique, rien n'a changé, simplement, et on revient à mon point de départ, on est dans un déclaratoire. On verra, je ne sais pas si on aura l'occasion d'en reparler, comment ça a pu déboucher sur les accords bilatéraux entre Israël et les autres et certains autres États arabes. Mais ce que je constate à propos de ces accords bilatéraux avec les Émirats, avec Bahreïn, avec le Soudan et avec le Maroc, c'est que c'est une autre forme de diplomatie qui apparaît, que j'appelle la diplomatie de troc, n'est-ce pas? Je te donne les Palestiniens, tu me donnes les Sahraouis, ce qui n'est quand même pas très, très glorieux pour la diplomatie marocaine, mais surtout, là encore, ce sont les États-Unis qui font le travail et les concessions et pas Israël. C'est les États-Unis qui concèdent des avions de chasse à l'armée émirati, c'est les États-Unis qui retirent le Soudan de la liste des pays terroristes et c'est les États-Unis qui reconnaissent la souveraineté du Maroc sur le Sahara ex-espagnol. C'est les États-Unis qui font les efforts et qui font le travail, c'est Israël qui en recueille les bénéfices. Merci beaucoup Bertrand Badi pour votre réponse. Je me tourne désormais à Salam Kawakibi pour savoir comment cet événement, ce plan Trump-Netanyahou a été vécu au Moyen-Orient et peut-être aussi, comme l'a déjà mentionné Bertrand Badi, comment la normalisation des relations entre les pays arabes et Israël a été vécue. Bonsoir. De toute façon, dans le monde arabe, il faut parler d'opinion publique et parler peut-être des régimes, parce que comme la démocratie fait défaut dans la plupart des pays arabes, la fossé est énorme entre les sentiments ou comment on peut traduire les réactions de chaque côté. Parce que maintenant, si on se réfère au sondage d'opinion de l'opinion publique arabe qui a été réalisé cette année par le Centre arabe de Doha, notamment sur la question de ce qu'on appelle le deal du siècle, cet accord ou ce deal de Trump-Netanyahu, les réactions sont massivement, le pourcentage est très élevé pour refuser, pour dénoncer cet accord et le considérer comme étant très, très mauvais pour la cause palestinienne et les droits du peuple palestinien, ainsi que le processus de normalisation. Et nous sommes tombés sur des chiffres des fois incroyables. Par exemple, au sein de la population algérienne, le refus de la normalisation remonte à plus que 95%. Les Marocains aussi 89%. Les Saoudiens, c'est 88%. Les Soudanais, c'est 92 ou 11%. Alors, ce sont vraiment une unanimité populaire pour refuser ces normalisations et qui émanent ou qui est un des résultats de cet accord. Je souligne ainsi qu'il faut faire très attention que quand on regarde les détails de cette réaction populaire, ce n'est pas du tout lié ni à une religion, ni à une culture. C'est lié à un occupant. Et les gens sont très clairs dans leur tête. C'est-à-dire, la question a été posée. Est-ce que c'est la question, c'est la religion juive ou c'est l'État d'Israël ou c'est le gouvernement Netanyahou? Alors, la focalisation était surtout sur les pratiques du gouvernement Netanyahou. Alors, la conscience était très, très nette au sein des sondés. Ça nous renvoie d'un autre côté, le côté sombre, à la position des États qui essayent de légitimer ce processus, qui essayent de toujours trouver. Maintenant, si on regarde un peu la télévision émirati ou bahreïni, je défie quiconque que la télévision israélienne ose parler des Palestiniens de la même manière. C'est-à-dire il y a un dénigrement des droits du peuple palestinien, il y a
une attitude raciste à l'égard des Palestiniens au sein des médias de ces deux pays, au moins en tout cas. Bien sûr, je ne parle pas du Maroc, je ne parle pas du Soudan, c'est complètement différent. Le Maroc, il est en position très difficile. Je crois que le débat interne va être beaucoup plus dur pour être géré que celui qui se passe aux Émirats et au Bahreïn. Pour ça, l'Arabie saoudite est réticente, parce que l'Arabie saoudite, elle n'est pas comme les Émirats et le Bahreïn. L'Arabie saoudite, il y a une opinion publique, il y a une masse, il y a une population pauvre, il y a des gens qui ont des revendications. Alors, il repousse cette normalisation, même si en réalité, elle est là. Netanyahu s'est rendu à Jeddah pour rencontrer l'héritier du trône, Mohammed Ben Salman, et rien ne dérange. Mais officiellement, ils ne veulent pas déclarer ça par peur des réactions de la population. Merci beaucoup, Salam, pour cette réponse. Un autre événement qui a beaucoup marqué et qui est l'événement central en fait de cette année, c'est probablement la pandémie du Covid-19. Je voulais revenir un instant sur le fait que même si cette pandémie a commencé en 2019, c'est uniquement au mois de mars 2020 que l'OMS a requalifié l'épidémie en pandémie. Alors Bertrand Badi, je me tourne vers vous. Est-ce que la santé mondiale émerge de cette pandémie comme l'un des premiers enjeux sécuritaires aujourd'hui? Et quels sont les risques que comporte aussi cette sécurisation de la santé pour les libertés démocratiques, que ce soit en Europe ou ailleurs d'ailleurs? Alors, effectivement, l'année 2020 restera une année majeure dans le travail d'historiographie. C'est-à-dire que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, tous les humains, pratiquement sans exception, ont ressenti dans leur chair la même crainte, la même peur, la même menace. C'est-à-dire que nous avons tous découvert au cours de cette année 2020 que la sécurité avait muté. Ce terme est employé en ce moment de manière abondante, mais il vaut en politique également. C'est-à-dire que tout notre système international reposait sur l'idée d'États-nations qui étaient eux-mêmes dépositaires de leur sécurité nationale et qui, pour assurer leur sécurité nationale, se dotaient d'une défense nationale. Et tout ceci s'inscrivait dans un cadre plus général. La sécurité nous permet de nous protéger face à un ennemi stratège qui risque à tout moment soit de nous envahir, soit au moins de réduire notre souveraineté. Aujourd'hui, en l'espace de quelques mois, le tableau a complètement changé. C'est-à-dire la vraie menace qui pèse sur nous, ce n'est plus l'ennemi stratège, ce n'est plus l'envahisseur potentiel, ce n'est plus la guerre classique opposant une armée à la nôtre. C'est un mal, une pathologie qui appartient à la mécanique des corps, qui est absolument indépendante de toute stratégie et qui affecte communément l'ensemble de l'humanité. Donc nous sommes passés à un temps nouveau qui est celui de la sécurité globale. Et si nous voulons survivre, il faut que cette sécurité globale soit assurée au niveau mondial, parce que la preuve est déjà faite que ce n'est pas l'addition de 193 politiques de sécurité nationale ou de santé publique nationale qui permettra de faire face au péril qui est le nôtre. Mais hélas, avec ce début de recul que nous donne 10 mois, comme vous le rappeliez tout à l'heure, ou un peu plus de 9 mois de pandémie, nous constatons que rien n'a changé. Le mot de sécurité globale n'est même pas employé. Et quand il est employé, c'est à l'initiative de parlementaires souvent ignorants qui ont fabriqué cette loi de la sécurité globale qui désigne la sécurité policière. C'est-à-dire, on passe tout à fait à côté du sujet. Aucun projet n'a été avancé pour réformer et renforcer l'OMS. Rien n'a été fait pour institutionnaliser la concertation entre les États en matière sanitaire. Pire que ça,
le Conseil de sécurité des Nations Unies a été même incapable de prendre une résolution robuste à la hauteur de l'enjeu concernant la menace du coronavirus. C'est donc un échec complet et qui est renforcé par le fait que, faute de pouvoir s'engager dans une politique de sécurité globale, les États nationalisent le virus. Et on a assisté ainsi successivement à la guerre des masques, à la guerre des tests, à la guerre des vaccins, à la guerre des touristes. N'allez pas skier chez les autres, restez chez nous, même si vous ne pouvez pas skier, etc., etc. Tout ceci n'est pas sérieux. Et tout ceci est à la mesure des dangers auxquels notre monde est confronté. Donc, on peut espérer, moi je compte sur deux choses pour terminer, sur la peur, hélas, car la peur, quelquefois, fait bouger. On a vu que c'est à l'issue des guerres mondiales que les institutions internationales ont pu être réformées, et surtout sur l'utilité économique, car tout ça va coûter extrêmement cher. Et les dirigeants, qui généralement sont indifférents à beaucoup de choses, ne le sont jamais aux coûts économiques. Et si les coûts économiques sont trop astronomiques, eh bien, je pense que d'ici peu de temps, on changera de manière à minimiser des risques qui sont devenus trop coûteux. Peut-être qu'à ce moment-là, on entrera dans le temps d'une gouvernance globale mieux agencée. Merci beaucoup Bertrand Badi pour cette analyse internationale. Je demande maintenant à Salam de nous dire quelles étaient les réactions des gouvernements arabes face à cette crise du Covid-19. Dans les pays arabes, le déni était première réaction. Surtout les pays qui bénéficient, si j'ose dire, de régimes autoritaires et sont les plupart. Au début, c'était le déni. La Syrie a refusé de reconnaître la pandémie ou l'existence de la pandémie au sein de la population jusqu'en trop tard, et en minimisant aussi l'impact et en donnant des chiffres vraiment dérisoires, et en accusant l'étranger aussi d'être à l'origine de cette maladie. Bien sûr, le virus vient de l'extérieur, mais comme quoi aucun Syrien n'a été atteint par le virus, c'est que les gens étrangers qui rentraient en Syrie par les frontières ou par les zones contrôlées par l'opposition. Alors, c'était aussi une manière de s'attaquer à l'autre, à l'opposant, à l'ennemi, à ce que vous voulez. Dans les autres pays, et le cas le plus caricatural, c'était l'Égypte aussi, on a repris le même discours concernant les inventions locales pour combattre le virus, comme quoi l'Égypte allait offrir au peuple italien les remèdes contre le corona, ou la corona, je ne sais plus, maintenant on est perdu. Et même la ministre de la Santé égyptienne s'est rendue à Rome et elle a été reçue d'une manière très protocolaire, très gentille de la part du gouvernement italien pour apporter l'expérience égyptienne dans la matière. À savoir que l'Égypte maintenant, la situation est catastrophique, que la pandémie est répandue d'une manière incroyable, que les morts au sein du corps médical sont énormes. Tous les jours, il y a des dizaines, voire plus de médecins et d'infirmiers qui décèdent. Les mesures de distanciation sociale ou physique ne sont pas du tout prises en compte, comme d'autres pays, mais l'Égypte notamment. Et toujours le déni sur les médias qui sont contrôlés complètement par le régime du général Sissi, et entre guillemets, qui est porteur de la croix d'honneur française, la Légion d'honneur, par exemple. Grande croix de la Légion d'honneur française. C'est quand même, il faut le souligner. Ça fait partie de cette année pleine de choses incroyables. Dans les autres pays, il y avait une maîtrise due à la puissance financière, c'est-à-dire dans les pays du Golfe, les moyens sont là pour maîtriser
plus la pandémie, mais quand même, il y a eu beaucoup de déni au début ou de modification des données réelles en général, mais en fin de compte, cette pandémie a rendu un grand service, si j'ose dire, au régime pour renforcer la répression, sous prétexte qu'on est dans une période spéciale, exceptionnelle. Comme toujours, depuis la création de l'État-nation, depuis la décolonisation dans les pays arabes, les régimes qui sont succédés sur ces peuples ont pris toujours un prétexte. Il y avait la cause palestinienne comme étant un prétexte pour réprimer plus la population locale. Il y avait la guerre avec l'étranger, avec l'impérialisme, avec je ne sais pas quoi. Toujours, il y avait quelque chose qui légitime ce recours à la force contre sa propre population. Maintenant, la pandémie aussi est utilisée comme outil pour réprimer de plus en plus. Et il faut souligner aussi les centaines, voire les dizaines, voire les centaines de milliers de prisonniers d'opinion et politiques qui se trouvent dans des prisons où les mesures de distanciation physique ne sont pas du tout respectées, où la pandémie est répandue d'une manière catastrophique, notamment en Syrie et en Égypte. Et, il y a des sources qui vérifient, qui donnent des chiffres alarmants, mais cela, dans le débat actuel en Europe sur est-ce qu'on ouvre les frontières avec l'Angleterre pour faire passer les salades ou on laisse passer les skieurs, ça, on oublie complètement ce qui se passe dans ces pays et on pense surtout à vendre des armes et à donner des légions d'honneur. Merci beaucoup, Salam, pour cette réponse. Je me tourne maintenant sur un autre événement qui a beaucoup marqué aussi l'actualité politique de 2020. C'est un événement qui n'a évidemment pas eu lieu au Moyen-Orient, mais aux États-Unis. Et je parle ici évidemment de la mort de George Floyd, cet Afro-Américain de 46 ans aux États-Unis qui a relancé dans ce pays la campagne qu'on connaît probablement tous, Black Lives Matter, donc avec des manifestations contre le racisme, contre les violences policières qui se sont répandues rapidement. Le phénomène, et ça aussi on a pu l'observer pendant l'année 2020, n'est pas resté un phénomène américain, il s'est internationalisé tout le long de l'année. Il fait aussi aujourd'hui écho avec les violences policières qu'a subi un certain Michel Séclair en France à la fin du mois de novembre 2020. Et donc, on peut se poser la question, Bertrand Badi, comment ces mouvements en fait, se répandent aujourd'hui et pourquoi défient-elles les institutions étatiques actuelles? Alors, vous avez raison. D'abord, vous avez raison de sélectionner cet événement comme l'un des événements majeurs de cette année 2020. Et vous avez raison de parler de défis. Parce qu'on voit avec Black Lives Matter, on voit que le social est en train de passer devant le politique. Et ça, c'est quelque chose qui montait depuis quelques années, en fait, depuis le printemps arabe. Le printemps arabe de 2011 a inauguré, je pense, une séquence nouvelle à laquelle appartient à sa manière le mouvement qui a été déclenché suite à l'assassinat de George Floyd. Je m'explique. Nous assistons depuis de nombreuses années à un affaiblissement du politique et des institutions politiques. Cet affaiblissement, on le voit à tous les niveaux, c'est-à-dire les sondages nous montrent qu'il y a de moins en moins de confiance dans les institutions politiques, de moins en moins de confiance dans la classe politique, que l'abstention monte, que les débats politiques se défont, c'est-à-dire il n'y a plus comme au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, des oppositions nettes, tranchées entre partis, les clivages partisans s'érodent et finalement les clivages sont souvent beaucoup plus à l'intérieur de chaque parti qu'entre partis. Regardez aux États-Unis, le Parti démocrate est extrêmement divisé entre les jeunes très à gauche qui suivent Bernie Sanders ou Elizabeth Warren
et d'autres qui sont encore dans le sillage néoconservateur soft d'une Hillary Clinton, par exemple. Donc, le débat politique est cassé, les clivages partisans s'émoussent aux États-Unis comme partout en Europe. La participation diminue, avec cette petite exception d'ailleurs de l'élection présidentielle américaine, mais on y reviendra peut-être tout à l'heure. Et du coup, l'essentiel de l'événement et de la chronique politique se passe dans les mouvements sociaux. On l'avait vu pendant toute l'année 2019, en Amérique latine, à Santiago, à Quito, à La Paz, à Caracas, à Port-au-Prince, mais également en Afrique du Nord, au Soudan, en Algérie, mais aussi au Moyen-Orient. Et ces mouvements sociaux, ils ont cette particularité tout à fait remarquable de ne pas avoir de leadership, de ne pas avoir d'organisation, de ne pas avoir d'idéologie structurée, mais d'exprimer une colère. Nous sommes entrés dans le temps de la colère parce que ceux qui sont frustrés, déçus, agressés par la mondialisation, par la modernisation, par la transformation des sociétés, ne trouvent plus de canaux politiques pour s'exprimer et donc donnent libre cours à leur colère. Et c'est assez intéressant de voir que le mouvement social qui était autrefois revendicatif, on demandait une augmentation de salaire ou je ne sais quoi, devient expressif. C'est-à-dire on ne revendique plus, on dit en quelque sorte son ras-le-bol. Et qui s'exprime très bien, notamment dans le monde arabe, à travers les formules du dégagisme, par exemple, ou cette mise en cause globale du système. Eh bien, les États-Unis ne font pas exception. Et effectivement, la cause des droits civiques et des droits civils aux États-Unis est une cause qui n'a pas pleinement abouti, ni sur le plan institutionnel, ni sur le plan des comportements. Et par conséquent, il y a une prise en charge directe de ceux qui sont exaspérés, pas seulement les Noirs, pas seulement les minorités, car on voit beaucoup de jeunes qui suivent notamment Bernie Sanders et qui se mêlaient à ces cortèges de manifestants pour dire mais attendez, la vie d'un Noir, ça compte. Et de même, en France, vous avez raison de dire qu'on connaît un écho en ce moment très fort de ce qui s'est passé aux États-Unis, où on constate qu'effectivement, il y a un problème du racisme dans la police. À chaque fois qu'on le dit, on se fait taper sur les doigts, mais à chaque fois qu'on se fait taper sur les doigts, le lendemain, des événements viennent conforter cet audacieux constat. Eh bien, cette incapacité du politique d'intégrer la société, qu'il s'agisse des minorités raciales, culturelles, des minorités d'âge, des minorités sexuelles, des minorités aussi locales, c'est-à-dire ces ghettos qui de plus en plus se forment un peu partout et qu'on laisse faire, eh bien, ce social qui constate que le politique n'est plus capable d'assurer ce qui est la fonction aristotélicienne de la cité, c'est-à-dire intégrer les individus, prend la cause directement en main. Et ça, c'est d'autant plus remarquable qu'après, ça part très vite. C'est parti très vite aux États-Unis. Vous avez vu ce nombre de villes où des manifestations ont eu lieu, mais c'est parti très vite dans le monde, où effectivement, en Afrique, en Europe, en Asie, la cause de George Floyd a été reprise comme un emblème auquel s'identifient tous les individus qui, chez eux, se sentent aussi en défaut d'intégration. Merci beaucoup Bertrand Badi. Salam Kawakibi, comment résonnent ces mouvements sociaux au Moyen-Orient? Bertrand Badi a parlé d'un certain dégagisme et je pense que le slogan qu'on a beaucoup entendu au Liban, le Kellon Yani Kellon, renvoie très bien à cela. Alors comment sont-ils interprétés ou comment les sociétés dans le monde arabe s'approprient-ils peut-être ces mouvements sociaux venus d'ailleurs ou en tout cas les outils sous-jacents, si je puis dire? Le sentiment chez la masse, c'était que, comme on dit en bon français, un boomerang, c'est-à-dire c'est quelque chose qui a émergé au sein de la société arabe, cette contestation sociale par le dégagisme, comme vous venez de souligner, M. Badi, et qui est reparti dans le nord et qui revient vers le sud. Tout le monde, tous les peuples réprimés, que ce soit arabes ou non arabes, ou
les Kurdes, les Amazirs, partout dans la région et même ailleurs, ils sont reconnus dans ce mouvement. Et dans les autres mouvances aussi qui ont eu lieu ailleurs auparavant. Mais ce mouvement, notamment parce qu'il se passe aux États-Unis, a beaucoup intéressé la jeunesse. Et nous avons pu constater aussi des réactions directes au sein du mouvement libanais, au sein du mouvement irakien. Et c'était c'est traduit directement dans la rue. Et il y a une chose, même si elle nous éloigne un petit peu de la région arabe, qui est très intéressante à souligner, que quand il y a eu des manifestations parfois violentes aux États-Unis suite à l'assassinat par la police de ce monsieur, George Floyd, son frère est descendu dans la rue et il a prononcé un discours que je trouve très politique, même si peut-être il n'a aucune formation, il n'a pas été initié à la question de la science politique du tout, mais il a dit, à la place de casser les magasins, votez. Et je crois que cet appel au vote, c'est très intéressant, bien sûr dans les pays où le vote est permis. Ce n'est pas dans le monde arabe que ça va être bientôt. Mais surtout, moi, je crois que c'est un message très important pour la jeunesse en Europe. C'est-à-dire, il ne faut pas seulement se contenter de protester, il faut participer à la vie civile, à la vie politique et s'engager dans la politique, peut-être d'une manière rénovée, pas de la manière classique, mais le mot voter m'a beaucoup impressionné. Et aussi, je peux dire que les polices partout dans le monde, en Syrie, quand les policiers tiraient sur les manifestants, avec chaque balle, ils disaient, ça a été enregistré par des vidéos, vous voulez de la liberté, tenez. Et ils tiraient avec leur Kalachnikov, ils tuaient des civils, ils tuaient des innocents. Je crois que n'importe quelle force de sécurité, si elle n'est pas sous contrôle strict, elle est passible de dérive. Et je me rappelle très bien du Premier ministre de la Défense civile en Espagne après la fin de la dictature, qui a lancé la réforme des services de sécurité et de l'armée. Il m'a dit dans un colloque, il m'a dit, parce qu'on regardait la télé, on voyait que les policiers espagnols utilisaient la force contre les manifestants. Je lui ai dit, elle est où la réforme? Il m'a dit, vous voyez, quand la réforme, c'est un processus indéterminé. Il ne faut pas qu'il s'arrête, parce que dès qu'il arrête un instant, la tendance vers le dérive, vers la violence, revient aux forces armées. Et ça, on peut le trouver partout dans le monde, pas seulement dans les pays du tiers-monde. Et on l'a bien vu en France, on l'a bien vu aux États-Unis, on l'a bien vu ailleurs. Donc, la mort de George Floyd, ça a eu un impact très direct sur la population arabe. Et en Syrie, dans les ruines de la région d'Idlib, il y a un peintre qui, chaque événement mondial, il peint un mur d'une maison détruite avec cet événement. Et il a peint la photo de George Floyd avec la phrase connue Black Lives Matter. C'était dans le fin fond de la campagne d'Idlib, sur les ruines causées par le bombardement de l'aviation russe. Alors, je crois que c'est aussi un message très humain de la solidarité entre les réprimés. Entre les réprimés, je pense les différences ethniques et les différences religieuses disparaissent pour avoir à leur place une volonté de changement, une volonté de dépassement de cette situation pandémique qui n'est pas liée seulement au corona, qui est liée aussi au régime politique qui pèse sur ces populations depuis bientôt 5 décennies. Merci beaucoup, Salam, pour cette analyse. Le mois de juillet a été aussi un mois très intéressant à observer dans la politique internationale, mais aussi en termes d'économie,
puisque le mois a été marqué par une crise économique, notamment au Liban, puisque le pays y vit la pire crise économique de son histoire, on peut le dire, je crois, aggravée évidemment par la pandémie du Covid-19 d'une part et par un contexte politique délicat. On en a déjà parlé, des manifestations, la volonté et des demandes de dégagisme qui émanent effectivement de la population. L'inefficacité de l'État libanais a aussi conduit, on le sait, à la terrible explosion du port de Beyrouth un mois plus tard, c'était le 4 août 2020. Alors Salam, la question que j'aurais pour vous, c'est comment cette crise au Liban a-t-elle impacté l'équilibre régional? Cette crise au Liban a mis en avant l'ingérence régionale de différentes parties, que ce soit de l'Iran, de la Turquie, de la Syrie, voire surtout de la mise en scène à la française qui a été traduite par 2 voyages spectaculaires qui n'ont abouti à rien, au contraire, même à ridiculiser la diplomatie française. Cela aussi a libéré plus la parole au sein de la société libanaise qui était un petit peu, qui craignait un petit peu des réactions violentes parce qu'elle en a l'habitude. Et entre guillemets, ça fait on peut décompter jusqu'à nos jours, 3 victimes à la suite de l'explosion du port de Beyrouth, un juge, un douanier, un photographe. Ils sont morts dans des circonstances très étranges. Et ça montre aussi que la question est très complexe et que les ingences étrangères qui n'ont pas besoin beaucoup d'avoir de force pour s'ingérer parce qu'il y a suffisamment de corruption, suffisamment de chefs politiques qui sont corrompus, qui ont des intérêts très distants de la majorité de la population, que l'étranger, entre guillemets, n'a pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour manipuler ou pour faire des dégâts au sein de la société ou au sein de l'économie libanaise. Maintenant, aussi, la Syrie le régime syrien essaye de jouer la carte libanaise en exportant ces problèmes économiques, en disant que l'effondrement économique du Liban a causé l'effondrement économique de la Syrie, vu que les capitaux syriens ont émigré vers le Liban, que les hommes d'affaires syriens ont préféré déposer leur argent dans les banques libanaises et maintenant la crise se retourne avec des dégâts colossaux sur l'économie syrienne. Quelques jours après, les mêmes responsables syriens oublient ce qu'ils ont dit quelques heures avant pour dire que c'est les sanctions américaines qui causent les problèmes économiques en Syrie. Alors le Liban, comme disait le regretté Hassan Toueni, il voit les guerres des autres sur ses territoires. Il continue à voir les guerres des autres, que ce soit médiatique, que ce soit militaire, que ce soit économique, et toute la région profite. Moi, j'ai seulement, je ne sais pas si M. Badi est d'accord avec moi, avec ce que je veux dire, mais j'ai remarqué pendant la visite de M. Macron à Beyrouth que ce qui l'importait le plus, c'est la Turquie. C'était pas ce qui se passait au Liban, c'était pas. Il disait surtout, il faut faire barrage à la Turquie. Il faut pas que la Turquie reconstruise le port parce qu'il a senti ou quelqu'un lui a dit que les Turcs sont sur le marché de la reconstruction du port. Et peut-être c'est vrai, les Turcs, ils veulent investir dans le port. Mais que toute cette mise en scène, que ces 2 visites, ces déclarations très utopiques sur le changement du pacte social libanais, du pacte national libanais, tout ça, c'est lié seulement à faire barrage à l'expansionnisme, comme il le dit, turc dans la région. Je trouve que ça diminue beaucoup le rôle de la France dans la région à des querelles, je dirais, presque personnelles.
Merci beaucoup, Salam, pour cette analyse plutôt régionale. Je me tourne donc vers Bertrand Badi pour savoir ce que cette crise économique, qui est aussi une crise politique, nous dit à la fois sur le rôle de l'État au Moyen-Orient, mais aussi sur l'économie internationale et peut-être plus particulièrement sur le rôle du FMI. Oui, alors, il y a un mot qui vient immédiatement à la bouche quand il est question du Liban, c'est institution. C'est-à-dire ce pays se caractérise par un dramatique déficit institutionnel. Et là, je ne veux pas me lancer dans une fresque historique, on n'en a pas le temps, mais comme par hasard, on commémore cette année les 100 ans de ce pacte fondateur du Liban, dont on s'est aperçu qu'il n'a pas produit les effets institutionnels qu'on devait en escompter. Et tout le problème vient de là. À partir du moment où ces institutions imaginées par le général Gouraud en particulier et par la puissance mandataire ne fonctionnaient pas, eh bien, la société a pris des canaux détournés pour pouvoir fonctionner. Tout le problème du Liban, c'est cela, c'est-à-dire c'est l'informel, c'est les arrangements, c'est les politiques communautaires, autant d'éléments qui avaient pour fonction de pallier l'absence de mécanismes institutionnels forts et structurés. Et sur le plan économique, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire l'absence d'économie réelle dans ce pays, c'est-à-dire ce pays qui dépendait depuis des années et des années, des décennies et des décennies d'une économie financière qui lui était largement extérieure, s'est trouvé un beau jour face à un effet banal de bulle et qui a conduit à la crise que nous connaissons actuellement. Donc, défaut d'économie réelle, défaut d'institutions fonctionnelles, on a envie de ressortir ces manuels les plus classiques de sciences politiques et de constater, comme nous invitait à le faire déjà la philosophie grecque, que la police, avec un S bien entendu et non un C, la cité, c'est l'art de faire coexister entre des individus différents, c'est-à-dire l'art de créer un pacte. Alors, il y a 3 problèmes à partir de cela. Premier problème, c'est que lorsque vous voulez constituer un pacte, il faut que ce soit les acteurs locaux eux-mêmes qui le fassent. C'est-à-dire, il faut en finir, Salam avait raison, des ingérences étrangères, quelles qu'elles soient régionales ou a fortiori qu'elles soient internationales. Je dis a fortiori parce que quand celui qui s'ingère vient de loin, il est encore plus coupé de la réalité du pays. Et donc, penser qu'une puissance comme la France ou les États-Unis ou la Russie, peu importe, mais aussi l'Arabie saoudite ou la Syrie puissent résoudre le problème libanais est absurde. C'est un premier problème. Donc, il faut un retour du Liban sur lui-même. Deuxième problème, c'est que, comme on l'a dit à propos de George Floyd et de l'assassinat de George Floyd, c'est maintenant la société qui mène la danse. C'est-à-dire que la chronique libanaise, elle ne dépend pas tant des négociations entre M. Samir Jaja ou M. Saad Hariri, mais véritablement des dynamiques sociales telles qu'elles s'expriment. C'est elles qui ont posé le problème de cette faillite institutionnelle, mais la grande difficulté, c'est qu'il est impossible de négocier avec un mouvement social parce que celui-ci n'a pas de chef et n'a pas d'organisation. L'erreur de M. Macron, ça a été de dire il faut changer le système, mais de négocier la fin du système avec les gens du système. Donc, on est dans une situation absolument aporique dont il faut bien entendu savoir sortir. La troisième réflexion et le troisième paramètre dans cette affaire, c'est de comprendre que lorsque l'on fonctionne avec des modèles préfabriqués, on échoue. Le mandataire français lui-même, la puissance mandataire française elle-même avait cru que l'on pouvait créer un système politique à partir de l'addition de communautés. Ça ne s'est jamais vu nulle part. Ça ne s'est jamais vu nulle part, dans aucun pays.
Et ceux qui nous sortent l'exemple de la Suisse, parce que le général Gouraud pensait beaucoup à la Suisse quand il observait le Liban, ce qui prouve quand même un certain manque de clairvoyance, eh bien, la Suisse, ce n'est pas une addition de communautés linguistiques et religieuses. C'est quelque chose de tout à fait différent. Il y a un véritable pacte helvétique qui donne pleine signification à la citoyenneté helvétique. Donc, le problème, c'est le problème de l'invention d'une citoyenneté libanaise, comme c'est le problème aussi de l'invention d'une citoyenneté centrafricaine, d'une citoyenneté congolaise, d'une citoyenneté irakienne, d'une citoyenneté birmane, et on pourrait ainsi continuer. Nous avons cru, nous autres, dans notre superbe occidentale, qu'il fallait laisser ruisseler notre modèle universel sur toutes les sociétés, toutes les histoires. Ben voilà le résultat. Merci beaucoup pour votre analyse, Bertrand Badi. Je tourne donc vers le mois d'octobre, puisque le mois d'octobre aussi nous a donné à voir un événement qui a fait beaucoup débattre. Je parle ici évidemment du discours du président Macron au Muro contre le séparatisme islamiste. Il a prononcé ce discours et ce discours a créé un émoi à l'international, notamment dans les pays à forte majorité musulmane. Donc, Salam Kawakibi, comment ce discours a-t-il été reçu dans le monde arabe? Très mal, comme vous avez pu le constater. Surtout ce qu'il a suivi, parce que ce discours, peut-être, il a eu très peu d'impact parce qu'il n'a pas été très répandu il n'a pas été traduit, il n'a pas été diffusé dans les pays arabes ou les pays musulmans. Mais ce qui a suivi ce discours, notamment après le développement de plusieurs idées et la répression, entre guillemets, institutionnelle qui a suivi, et le macartisme intellectuel qui s'est exprimé dans la presse par des pétitions signées par des chercheurs reconnus qui appelaient au contrôle et à la censure d'autres chercheurs parce qu'ils ne sont pas de leur bord, c'était quelque chose qui était vraiment choquante pour l'élite et pour la masse aussi. Bien sûr, la majorité des gens, ils sont accrochés surtout sur la question religieuse. Mais les gens un peu plus avérés, ils ont pensé plus à la discrimination raciale, à la stigmatisation, à toutes les choses un peu plus complexes qui nécessitent un peu une réflexion intellectuelle plus développée. Mais comme j'ai lu quelque part, j'oublie exactement où, qu'on a l'impression à chaque fois on entend un discours de M. Macron, c'est qu'il est en train de vendre une marchandise. Parce que chaque fois il parle, il plaît à ceux auxquels il s'adresse. C'est-à-dire, quand il s'est adressé aux jeunes par le site Internet Brut, il a beaucoup plu si on ne prend pas l'avant et l'après. C'est-à-dire, si on prend le discours figé dans le temps, on se dit, ah ben, il a bien vendu sa marchandise. Et il est capable de faire la même chose, mais dans un sens contradictoire, avec un public ou une audience différente. Il s'adresse aux députés de l'LRM d'une manière, il s'adresse aux jeunes d'une autre manière, il s'adresse aux protecteurs de l'environnement d'une troisième manière. Alors, il y a un discours qui n'arrive plus à convaincre même les plus modérés. Maintenant, bien sûr, les réactions dans les pays arabes, dans le monde musulman, mais surtout dans les pays arabes, étaient instrumentalisées aussi, il faut ça le dire. Politiquement, il y a eu aussi l'attitude de Recep Tayyip Erdogan d'envenimer la situation pour montrer qu'il est le défenseur de l'islam sunnite rigoureux et pour stigmatiser aussi à son tour la France et le président français. Il y a eu plusieurs instrumentalisations politiques. Même, on a vu ça dans la conférence de presse entre le général putschiste Sisi
Et M. Macron à l'Élysée, quand il y a eu cet accrochage très diplomatique, très protocolaire, mais quand même, si il a essayé de se présenter comme étant défenseur de l'islam et des sentiments de la population musulmane. On a vu aussi, et cela est très peu connu peut-être en France, il y a quelques jours, le président Assad s'est adressé aux religieux de l'islam sunnisme en Syrie dans une réunion, dans une mosquée, et il a prononcé un discours digne de Baghdadi, digne d'un chef de Daesh, en disant la laïcité, c'est quoi la laïcité? On ne reconnaît pas la syrianité, nous sommes des musulmans, l'islam c'est un système de gouvernance et c'est un système social, il a tout couvert l'islam. On n'a pas besoin de séparer l'islam de l'État. La religion de l'État, c'est une manière importée, occidentale. Alors, la surenchère sur la question religieuse est utilisée par les groupes radicaux ainsi que par les régimes dictatoriaux suite à ce qui s'est passé en France et continue à se développer en France. Parce que tous les jours, on a des discours aussi qui enfoncent la situation. Le contrôle des associations, la dissociation, la fermeture des mosquées, les attitudes à l'égard des dirigeants ou la ridiculisation de la représentation des musulmans en France par j'allais dire, des personnages qui ne représentent rien du tout. Et ce sont des bons musulmans qu'on médiatise, qu'on met en avant pour dire voilà ce qu'on veut que les musulmans deviennent, comme l'imam Chadroumi qui s'est rendu à Dubaï pour célébrer la normalisation entre Israël et les Émirats. Et en quoi ça le concerne, personne ne sait. Mais quand même, dès qu'il fait ça, alors il devient le bon musulman. Il sera sur tous les plateaux de télévision à 20h à Paris. Merci beaucoup, Salam. Bertrand Badi, dans un monde globalisé, est-ce qu'il est encore possible de distinguer entre politique intérieure et politique extérieure, comme le président Macron semble le faire en parlant de la laïcité comme un principe régissant la politique intérieure française? Oui, vous avez raison de poser la question en ces termes, parce que ce que l'on oublie dans toute cette crise, il faut bien l'appeler ainsi, que nous vivons depuis quelques mois autour de cette thématique, c'est que nous sommes dans un monde mondialisé, globalisé, que la France doit faire avec la mondialisation. Ce n'est pas un décret du président de la République ou une loi de l'Assemblée nationale qui va dissoudre, interdire, prohiber la mondialisation. Et il faut comprendre que notre modèle républicain, notre modèle laïque, d'ailleurs, il faut être prudent quand on emploie ces formules, parce que je ne suis pas sûr qu'il y ait un consensus à l'intérieur de la société française sur ce qu'est le modèle républicain ou le modèle laïque, mais en tous les cas, cette histoire laïque française, cette histoire républicaine française, elle ne peut pas servir d'étalon aux 7,5 milliards d'humains. Ça, c'est une première chose qu'il faut comprendre. Il faut bien savoir qu'il n'y a d'universel que ce qui est construit par tout le monde. Et ce n'est pas à une portion de l'humanité de dire quelle est la formule la plus rationnelle, la plus intelligente ou supérieure à toutes les autres. Et puis, d'autre part, il faut tenir compte des autres et tenir compte que ceux qui viennent en France, ceux qui sont de passage, ou tout simplement ceux qui dialoguent, communiquent, interagissent avec la France, puissent avoir des cultures, des modèles, des valeurs, des référents qui soient différents des nôtres. C'est un appel à la modestie. Et je vais vous dire une chose, j'ai très envie d'écrire un livre sur l'humilité dans les relations internationales. Pourquoi ? Parce que dans un monde mondialisé, il n'y a que l'humilité qui est payante. C'est-à-dire le fait de ne pas imposer en bloc ce que l'on est, mais d'apprendre de l'autre et voir avec l'autre si on peut inventer une mondialité. Alors, il est question de séparatisme. Moi, d'abord, j'aime pas ce mot. Et décidément, il y a un problème de lexique politique en France. Tout à l'heure, je disais qu'on employait le terme de sécurité globale n'importe comment. Ben, on emploie aussi le terme de séparatisme n'importe comment. En sciences politiques, le séparatisme, c'est quand un morceau du territoire
quitte le territoire national. On parlerait d'un séparatisme corse, comme on a pu parler d'un séparatisme érythréen face à l'Éthiopie, comme certains parleraient d'un séparatisme écossais au sein de la Grande-Bretagne, etc. En fait, ce n'est pas un problème de séparatisme, c'est un problème d'intégration. Et le problème d'intégration renvoie à trois choses qu'il faut bien avoir en tête. Le premier élément, c'est que l'intégration, c'est comme l'amour, c'est comme l'amitié, c'est comme la coopération entre collègues, ça se fait à deux. C'est-à-dire, l'intégration, ce n'est pas toi, intègre-toi à moi. L'intégration, c'est inventons un modèle de cité qui nous sera commun. Et ce qui me gêne énormément dans tout ce battage législatif auquel nous assistons actuellement, c'est qu'il y a un sens unique, c'est-à-dire on nous explique comment l'autre doit s'intégrer, mais on ne nous explique jamais comment la société française doit savoir accueillir. Le mot accueil, lui, il n'appartient pas au vocabulaire politique. Et c'est vrai de la migration, mais c'est vrai aussi de toutes les formes de minorité. Le deuxième élément qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'on ne fera jamais une intégration totalitaire, c'est-à-dire une intégration à partir d'un modèle préfabriqué. Ça n'existe pas parce que les moyens modernes de communication, d'échange font que les individus, même s'ils ne sont pas diplômés de l'enseignement supérieur, eh bien, résistent à défendre leurs propres valeurs qu'ils ont eues en héritage et surtout si on stigmatise leurs valeurs. Plus vous stigmatisez les valeurs de l'autre, plus vous les caricaturez dans tous les sens du terme, plus vous les moquez et plus évidemment vous allez avoir une crispation, comme on dirait aujourd'hui, radicale autour de ces valeurs. Donc on aggrave le risque de non-intégration. Et puis, troisième élément très important, il faut aussi avoir la modestie de connaître l'autre. Moi, ce qui m'effraie, c'est la manière dont on mélange tout, islam, islam radical, islam politique, islamisme, salafisme, djihadisme. Tout ça est touillé, mélangé, on emploie un mot pour l'autre. On dénonce l'islamisme, ça c'est très à la mode dans le vocabulaire français. Bon, vous êtes contre l'islamisme, alors rompez vos relations diplomatiques avec le Maroc, avec l'Arabie Saoudite, avec le Qatar et avec tout un tas de pays qui se revendiquent de l'islamisme. Qu'est-ce que ça veut dire? L'islamisme, ce n'est pas un synonyme de terrorisme. L'islamisme, c'est un usage politique de l'islam, comme la démocratie chrétienne, c'était un usage politique des symboles religieux chrétiens. Alors, il y a des islamismes djihadistes, il y a des islamismes violents, il y a des islamistes terroristes. Ces gens-là, on les appelle des assassins. On ne les appelle pas des islamistes. Moi, quelqu'un qui tue, c'est un assassin. Et je ne vais pas me demander quelle est sa religion ou son opinion politique. C'est un choix individuel, obscène et ignoble, de tuer l'autre. Eh bien, il faut considérer ce personnage comme étant un assassin et surtout ne pas se dépenser en étiquettes parce que tous ceux qui se réfèrent à ces étiquettes vont se sentir injustement visés et c'est le début de l'intégration impossible. Merci beaucoup Bertrand Badi. Le dernier élément que j'avais voulu vous soumettre aujourd'hui pour une analyse croisée, c'est évidemment l'élection présidentielle américaine. Bertrand Badi, est-ce que le fait qu'on avait tous les yeux rivés sur cette élection américaine ne montre-t-il pas que les États-Unis mènent encore pas mal la danse finalement sur la scène internationale aujourd'hui? S'ils mènent la danse, c'est une drôle de danse. Hein. Mais je crois qu'il y a bien longtemps qu'ils ne mènent plus la danse. Regardez de ce qui reste de l'influence des États-Unis au Moyen-Orient, qui est une région privilégiée dans notre esprit. Quelle est l'influence des États-Unis en Afrique, qui va bientôt porter 40% de l'humanité? Qu'est-ce qui reste de l'influence effective, ça c'est peut-être un peu plus compliqué, des États-Unis en Europe? Je ne dis pas de l'influence institutionnelle ni militaire, mais je dirais de l'influence effective, c'est-à-dire véritablement dans la structuration des comportements. Et surtout, qu'est-ce qui reste de la capacité des États-Unis de produire un ordre mondial? Nous sommes tous les deux, et Salam aussi, donc tous les trois des politistes, et on sait
ce qu'était du temps de la bipolarité la théorie de la stabilité hégémonique, c'est-à-dire un hégémone qui est non seulement capable d'être leader, mais de structurer un ordre international qui est garant de stabilité. Il y a bien longtemps, en tous les cas depuis la chute du mur, que les États-Unis ne sont plus les garants de la stabilité internationale s'ils l'avaient été à leur manière du temps de la guerre froide. Non, ce qui a, je pense, passionné dans l'élection présidentielle américaine, et moi j'ai été des tout premiers, c'est le caractère tout à fait exceptionnel de cette présidence trumpienne. J'ai dit sur une radio que j'aime beaucoup, j'ai dit que je considérais que Trump était un produit toxique. Et je maintiens cette formule. C'est un produit toxique parce qu'il a complètement déstructuré le système international et son ossature qui était le multilatéralisme institutionnel. Donc, effectivement, il était très important qu'il ne fût point réélu. On peut penser ce qu'on veut de Biden. Je ne pense pas que Biden soit le grand leader charismatique dont peut-être nous aurions besoin, mais en tous les cas, il nous libère d'un produit toxique. Maintenant, faites bien attention. Je ne rejoins pas le commentaire dominant sur ces élections. D'ailleurs, on nous dit Trump a été battu. C'est vrai. Et contrairement à ces allégations, il est très clairement et très nettement et très normalement battu. Mais le trumpisme n'est pas battu. Le trumpisme a quand même réuni 74 millions de voix. Il y a 74 millions d'Américains qui ont voté Trump malgré ce qu'était Trump. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un courant national populiste aux États-Unis qui reste extrêmement fort, extrêmement puissant, et avec lequel non seulement Biden devra traiter, mais avec lequel probablement le monde devra traiter. Et ce trumpisme national populiste, il fait des émules dans le monde, et notamment en Europe. Donc, tout ceci est grave, parce qu'on aurait pu s'attendre à une clarification, je dirais, de la situation pathologique dans laquelle se trouvait la société américaine. Or, pas du tout, elle sort de ces élections coupée en deux. Alors, disons, il y a une grosse moitié autour de Biden et une petite moitié autour de Trump, mais il y en a suffisamment pour bloquer encore durablement et le fonctionnement du système politique américain et probablement aussi les relations internationales. Et Biden ne pourra pas faire grand-chose, ne pourra vraiment pas faire grand-chose, surtout s'il n'a pas un congrès avec lui. Merci à vous, Bertrand Badi. Salam Kawakibi, peut-on espérer un changement dans la politique américaine au Moyen-Orient avec le nouveau président Biden, ou est-ce qu'on doit s'attendre à une continuité, et notamment sur le dossier israélo-palestinien? La continuité du soutien à la politique israélienne, elle sera maintenue avec n'importe quel président américain, parce que c'est beaucoup plus fort que le simple président ou la simple administration à la Maison-Blanche. Il y a des dimensions beaucoup plus éparpillées et plus complexes qui gèrent l'attitude des États-Unis dans la région. Mais peut-être la manière va être différente. Bien entendu, le soutien à la colonisation ne va pas être aussi toxique qu'il l'était avec Trump. Il va être plus nuancé, peut-être. Il va avoir des appels à retour aux négociations, renouer les relations avec l'autorité palestinienne. Tout ça, ça va se faire. Mais en fin de compte, le soutien inconditionnel et fort à l'État d'Israël qui dicte l'ensemble actuellement de l'attitude américaine dans la région. C'est-à-dire, les Américains, tout ce qui les intéresse en Syrie, ils ont démissionné de toute la région, sauf que dès qu'il y a un danger quelconque qui touche à la sécurité de l'État d'Israël, quand Obama parlait des lignes rouges concernant le recours aux armes chimiques, ça ne concernait pas les civils syriens, ça concernait une arme destructive qui risque de menacer le voisin israélien.
dans le fond de la réflexion, peut-être pas d'Obama, mais de son entourage. Donc, la manière va changer sûrement, notamment avec l'Iran, peut-être avec la Turquie et concernant la Palestine, la question palestinienne, mais ça ne changera pas grand-chose dans le fond. Je ne suis pas très pessimiste et dire ça ne va rien changer. Non, ça va changer dans les manières. Et déjà, le changement dans les manières toxiques auxquelles avait recours Trump, c'est déjà pas mal au niveau psychologique en moins, notamment dans cette région qui souffre depuis la rencontre de Saoud et Eisenhower en Roosevelt. 47. Roosevelt, pardon. Voilà. Merci beaucoup, Salam. Monsieur Badi, vous avez un impératif temporel ce soir, donc je vais commencer avec les questions qui sont pour vous, notamment une qui vous est adressée par Abdellatif Benbounou, qui voudrait savoir, Monsieur Badi, vous ne voyez pas que l'assassinat de George Floyd marque une crise de la démocratie en Amérique et une menace grave des droits humains dans un pays qui prétend défendre et protéger ces droits au niveau international? Oui, ben, je crois que c'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire derrière l'assassinat de George Floyd, il y a, c'était ma formule, un défaut d'accomplissement des droits civiques et civils des minorités, et notamment de la minorité noire aux États-Unis, et il y a une crise des institutions américaines. C'est-à-dire, ce qu'il faut bien avoir en tête, et qui est très préoccupant, c'est cette faible capacité responsive, comme on dit dans le vocabulaire anglo-saxon, des systèmes politiques qui ne sont plus capables de traiter les grands dossiers. Et ça, s'il est un grand dossier, c'est bien celui-là. Et effectivement, de même qu'en France, on a du mal à traiter le problème de la police en France, le problème des discriminations raciales en France, de même aux États-Unis et dans la plupart des pays du monde. Donc effectivement, je suis d'accord, je l'ai dit, c'est une crise de la démocratie, mais c'est plus qu'une crise de la démocratie, c'est une crise des institutions et c'est une crise de l'intégration. Merci beaucoup. Une autre question qui voudrait savoir si la pandémie n'a pas aussi fait renaître une conscience de la fragilité finalement de la planète et les préoccupations écologiques, parce que c'est vrai, on n'en a pas parlé, mais l'année 2020 était aussi une année qui était très portée sur l'environnement à l'échelle internationale. Donc, la personne qui pose la question aimerait savoir si des mouvements écologistes pourront peser sur les élections des pays démocratiques dans le futur. Et est-ce que vous y voyez une orientation de ce que devrait être la politique de demain? Ben, je dirais qu'il y a une prise de conscience écologique qui se fait sans cesse de plus en plus forte, et cela depuis la fin des années 60. Vous êtes trop jeune pour vous souvenir, pour avoir vécu l'expérience très douloureuse de la première pollution dramatique. C'était le Torrey Canyon en 1967 sur les côtes bretonnes et anglaises. Et depuis ce temps-là, à coup de Tchernobyl, de Seveso, de Bhopal, on prend conscience de ce problème écologique. Donc, sur le plan de la conscientisation, ça va mieux. Mais attention, moi, je ne suis pas, je dis très franchement, très optimiste pour deux raisons. D'abord, quand vous regardez les sondages dans le monde, vous verrez que la question écologique n'est pas la question prioritaire, nulle part. Et que même si l'on admet dans la conscience collective qu'il y a une question écologique, ce qui, lorsque j'étais étudiant, n'existait pratiquement pas, par exemple, on n'en fait pas une question prioritaire. Bon. Et si les mouvements écologiques gagnent de plus en plus dans les élections, c'est beaucoup plus parce qu'ils sont perçus comme des partis nouveaux, comme des challengers d'un ordre dans lequel on n'a plus confiance, que parce qu'ils portent un message spécifique.
Et puis le deuxième élément, qui est peut-être encore plus grave, décidément, c'est que la question écologique, elle est de plus en plus rhétorique, mais elle ne s'accompagne jamais de décisions fondamentales. On a parlé beaucoup de la COP 21. La COP 21, moi, m'a jamais beaucoup impressionné, puisqu'elle n'avait rien de contraignant, c'était des engagements pris sur un terme où les politiques qui le signaient savaient très bien qu'ils ne seraient plus au pouvoir lorsqu'on sera arrivé à échéance. Et ça, c'est un peu ça. Regardez, on nous annonce qu'à l'horizon de 2050, de 2060, mais à l'horizon de 2050 et 2060, ceux qui prennent des engagements seront morts. Et donc, on ne voit rien de concret. Et même si on se limite à la prise en compte des perspectives, le dernier rapport qui a été fait sur la COP 21 et les engagements de la COP 21 montrait qu'il n'y avait qu'une dizaine de pays sur les quelques 200 qui y ont souscrit qui sont dans la ligne de la réalisation aux échéances données des engagements pris. Donc, je ne vois rien de concret. Et la grande différence qu'il y a entre la question sanitaire et la question environnementale, c'est que la question sanitaire est perçue comme urgente, parce qu'on a peur de mourir demain, si vous voulez. La question environnementale, on sait qu'effectivement, c'est grave, mais on ne se sent pas dans son fort intérieur et individuel en menace immédiate de mort. Et si vous n'avez pas habité Bhopal, Tchernobyl ou Seveso, vous n'avez qu'une idée abstraite de ce que sont les risques écologiques. Et donc, personne ne se presse, d'autant que pour les politiques, la question écologique est du poison, parce que ça implique de dépenser tout de suite pour gagner demain. Dépenser tout de suite, c'est se faire du tort à ses perspectives électorales pour gagner demain quand on ne sera plus au pouvoir. Merci beaucoup, Bertrand Badi, pour cette réponse. Il y a encore une question qui vous a été adressée. Est-ce que vous souhaitez la prendre? Bien sûr. Oui. Alors, il y a une question de la part de Walid Essak qui la pose de la manière suivante. Est-ce que c'est possible aujourd'hui de fonder une normativité contraignante au sein des organisations internationales justes pour qu'on puisse atténuer les méfaits de cette nationalisation excessive et ethnocentrique de l'État aujourd'hui? Non, parce qu'on est dans un cercle vicieux. Le cercle vicieux, c'est que les organisations internationales, elles n'existent que par la volonté des États. Et donc, les États ne vont pas accepter des mesures qui limitent leur souveraineté ou qui mettent en cause leur puissance. Et regardez le Conseil de sécurité qui est totalement paralysé. Pourquoi je parlais tout à l'heure de la paralysie du Conseil de sécurité en matière de risques sanitaires? Tout simplement, les puissances craignent par-dessus tout que les organisations internationales s'emparent de la question de santé publique, parce que derrière les questions de santé publique, il y a des questions de population, il y a des questions d'économie, il y a des questions d'éducation, il y a des questions de culture, il y a des questions de religion, et on considère que tout ceci est affaire de souveraineté. Le hiatus, il est là. Tant qu'on considérera que la souveraineté est un bien plus précieux que la sécurité globale, qu'il est plus important de se donner l'illusion que l'on est souverain parce qu'on ne l'est jamais complètement, qu'il est plus important de se donner l'illusion que l'on est souverain plutôt que d'échapper à la mort collective, eh bien, on ira dans le malheur. Voilà. Et la grande faute des politiques, c'est qu'ils savent à quel point l'idée de souveraineté sert leur rang, leur statut, leurs avantages et leurs privilèges. Donc, au lieu d'éduquer la population pour la mener lentement, progressivement vers la gouvernance globale, eh bien, ils préfèrent crier aux attentats contre la souveraineté nationale. Voilà, c'est comme ça que nous allons vers notre malheur. Il y a une toute dernière question, la dernière, et après je vous laisse partir, qui nous parvient de Amos François et qui voudrait savoir ce que vous pensez de la gestion de la crise sanitaire par la Chine et surtout de son modèle autoritaire. Est-ce qu'il a joué un rôle important ou pas? Alors, c'est une question absolument cruciale. On est très peu informé d'abord, et notamment la grande question, c'est de savoir si les chiffres fournis par la Chine sont des chiffres exacts. Et
aussi de savoir si le fait que la Chine se prévale aujourd'hui de ne plus avoir de morts par effet coronavirus et d'avoir complètement maîtrisé la pandémie est exact, est avéré ou pas. Ça, nous ne le savons pas. Pour le reste, moi, j'ai une impression mitigée. J'ai une impression mitigée parce que c'est vrai que la Chine a des bons points. La Chine a su réagir assez vite. La Chine a su faire un effort colossal. Je me rappelle ces hôpitaux qui étaient montés à Wuhan en l'espace de 10 jours et qui ont accueilli toutes les personnes infectées. La Chine a réussi non seulement à masquer sa population tout entière, mais à exporter des masques, et nous portons tous un jour ou l'autre des masques d'origine chinoise, d'envoyer des médecins, d'envoyer, et même maintenant d'être en avance sur le plan vaccinal. Tout ceci n'est pas purement artificiel et tout ceci est à mettre à son crédit. Mais dans l'autre côté de la balance, je mettrai trois choses. D'abord, même si je refuse absolument de dire comme Trump que ce virus est chinois, il est quand même parti de Chine. Donc il y a un problème déjà sanitaire en Chine et qu'il faut un jour ou l'autre savoir connaître et maîtriser. Le deuxième élément, c'est que justement, la Chine n'a pas beaucoup coopéré pour essayer de comprendre quelle était l'origine de cette crise. Et ça, c'est un reproche que je lui adresse parce que comprendre d'où et comment est parti ce virus, ce n'est pas mettre en accusation la Chine. Personne n'est responsable d'un virus qui part de chez soi. Ça peut partir très bien de Paris ou de Beyrouth demain, n'est-ce pas ? Mais il est important, en revanche, de savoir quel a été le mécanisme générateur. Et le fait que la Chine ne coopère pas et ne communique pas sur ce point me gêne beaucoup. Et puis, j'ai une vraie déception sur la politique chinoise, c'est que elle qui se prévaut du multilatéralisme, et c'est vrai qu'elle le sert beaucoup dans bien des domaines, a fait preuve en matière sanitaire d'un ultra-souverainisme. C'est quand même la Chine qui présidait le Conseil de sécurité en mars 2020 quand la question sanitaire est venue à l'ordre du jour du Conseil, et elle a bloqué, avec les États-Unis, d'ailleurs c'est un beau paradoxe, l'adoption d'une résolution du Conseil. Et donc je suis un peu déçu, je dirais, de la molle adhésion de la Chine au multilatéralisme qui est notre seule planche de salut. Eh bien, merci beaucoup Bertrand Badi d'avoir accepté d'échanger avec nous ce soir et surtout de nous faire une analyse des grands événements qui ont marqué 2020. Vous pouvez donc pas rester jusqu'à la fin. Je vais continuer à traiter les autres questions avec Salam, mais je vous souhaite donc de la part du CAREP, en tout cas, de belles fêtes de fin d'année et nous espérons de vous revoir bientôt l'année prochaine donc, au sein du CAREP. Merci beaucoup et merci pour votre accueil et bonne fête pour vous et pour toutes celles et tous ceux qui nous écoutent. Bonne fête à Salam également. Merci. Merci. À bientôt. À bientôt. Eh bien, donc le débat continue avec Salam et effectivement, nous avons encore beaucoup de questions qui nous ont été adressées. Donc, je vais commencer par une qui voudrait savoir ou qui fait un constat d'abord que les peuples arabes ont l'impression que la France actuelle a abandonné son rôle mondial révolutionnaire de la liberté de penser. Est-ce que c'est récupérable ou c'est déjà trop tard à être espéré ou bien ce n'est même pas réaliste ou naïf comme espérance? Je crois qu'il ne faut pas s'attendre à un État d'être attaché à des principes et à des idéaux. C'est plutôt les sociétés qui peuvent l'être, c'est plutôt les sociétés et les individus, les courants de pensée. Mais des États, ils ont toujours des calculs différents. Et moi, je ne tombe pas dans le piège de dire que la France était porteuse d'idéaux et d'utopies quelconques. Bien entendu, la culture française, l'histoire française nous a donné beaucoup sur ces sujets, mais il ne faut pas lier ça à la politique
pratique et au réel politique, comme disait l'autre, de cet État ou de l'autre. La France, maintenant, ce qui me donne un peu d'espoir, pas un peu beaucoup même, c'est l'élan intellectuel qui a réagi suite à ce qui s'est passé. Tous les jours, on a au moins un article ou deux d'une profondeur et d'une richesse intellectuelle qui décortique le discours officiel, qui dénonce les dérives, qui fait appel à la sagesse dans la réflexion politique. Et je crois que tant qu'il y a une société civile active, tant qu'il y a des syndicats, tant qu'il y a des penseurs et des chercheurs de ce niveau, on ne craint pas grand-chose. Mais il ne faut pas non plus que les autres, nous ou les autres, ceux qui sont dans les pays du Sud, s'attendent à beaucoup de choses, je dirais, utopiques de la part d'autres pays, même si elles prétendent, ces pays prétendent porter un message ou un héritage révolutionnaire lié à la période des Lumières, comme aime maintenant utiliser dans ses discours M. Macron tout le temps. Mais les Lumières sont éteintes par la violence policière, par la bêtise politique et par les discours discriminatoires. Merci beaucoup, Salam. Peut-être une dernière question ou deux dernières questions, si vous voulez bien. La première, pourquoi les États occidentaux soutiennent les régimes arabes au détriment de l'instauration de la démocratie et le respect de la volonté des peuples arabes pour choisir librement leurs dirigeants? Ce qui nous renvoie peut-être aussi un peu à la question pourquoi la France a accepté de recevoir Abdel Fattah al-Sisi. Et peut-être la deuxième question que j'aimerais vous soumettre est celle de Rachida Larinouna, quitte la situation algérienne, notamment à travers le changement constitutionnel de novembre 2020. Une formalisation de la participation citoyenne peut-elle en émerger? Je commence par l'Algérie pour dire que je ne suis pas très optimiste par rapport à la volonté des dirigeants d'effectuer quelconque changement, à part, bien entendu, dans les apparences et dans les discours publics, mais réellement, le changement n'est pas à l'ordre du jour. Et je dirais même plus que peut-être il y a certains, et je suis un laïc qui appelle à la séparation entre l'État et la religion. Dans certains pays arabes, il faut plutôt appeler à la séparation entre l'armée et l'État. Et tant que l'armée domine, l'institution militaire domine la vie politique en Algérie, il n'y a pas grand-chose à attendre de ce changement, même s'il est constitutionnel. Je reviens à la première question qui est en liaison avec la deuxième, bien sûr. Les pays occidentaux, et notamment la France, parce que les autres pays sont beaucoup plus nuancés dans leur soutien aux dictateurs. Peut-être ils les soutiennent sous la table, mais la France, elle a accueilli le Pinochet arabe, le général Sissi, d'une manière festive, visite d'État. Ce n'est même pas une visite officielle où on peut le recevoir pour la réelle politique, visite officielle, comme tous les présidents de la Terre. Mais c'était une visite d'État avec tout ce qui va avec comme protocole, qui a amené les journalistes français à regarder les sites égyptiens pour récupérer les images de la décoration de Sissi. C'est une première dans l'histoire, même peut-être pas la première, parce que quand aussi Chirac a donné la Légion d'honneur à Bachar al-Assad, ils n'ont pas convié la presse française, ils ont seulement convié la presse syrienne. Alors la presse française avait besoin de faire recours à l'aide des médias syriens pour récupérer ces images, avec Sissi pareil. Mais dans la tête, la vision de court terme des dirigeants occidentaux, c'est que ces régimes forts, entre mille guillemets, vont maintenir la stabilité, vont combattre le terrorisme et vont stopper les flux migratoires. C'est les trois piliers
qui dicte les relations internationales presque certains dirigeants européens et dans leur vision courte. Je dis très bien courte parce que si on regarde plus profondément la chose, on voit que la répression massive exercée en Égypte engendre du radicalisme, renforce le radicalisme et le terrorisme qu'on voit maintenant en Sinaï, il n'était pas là en 2011, il n'était pas là en 2010, il n'était pas là en 2013. Et il faut se poser des questions. Il ne faut pas être un chercheur spécialisé pour savoir comment le radicalisme se développe. Ce n'est pas seulement l'exclusion économique, c'est la répression politique, c'est la stigmatisation. Monsieur Badi, il vient de souligner ça d'une manière extraordinaire. Alors, soutenir des dictateurs en pensant qu'ils vont faire face au terrorisme, ces dictateurs, ils ont compris le message. Alors, dès qu'ils se sentent menacés, ils vont créer leur terrorisme. Le terrorisme et les dictateurs sont des alliés objectifs. Bachar al-Assad, il a très bien compris que ce qui fait peur à l'Europe, et notamment à l'Europe occidentale, c'est la question de l'islam radical. Alors, il a laissé faire, il a renforcé l'obscurantisme dans la société durant des décennies pour engendrer des mouvements radicaux, pour les envoyer en Irak à l'époque, pour les instrumentaliser contre l'administration Bush dans les années 2000. Ensuite, il les a mis en prison. Ensuite, il les a libérés de prison pour infiltrer les rangs de la révolution qui était à ses débuts laïque et civile, qui est devenue qui est de domination islamiste radicale, dans sa traduction armée, bien entendu, pas dans son expression politique qui est restée toujours revendicative de la démocratie, de la liberté. Alors, on voit comment cette vision est courte, on voit à quoi elle amène ces sociétés, et ces sociétés sont à très peu de distance de l'Europe, et après, on se demande pourquoi il y a des retombées néfastes sur les sociétés occidentales. Il ne faut pas se demander ça. On fait tout pour avoir cette retombée néfaste. Merci beaucoup, Salam Kawakipi, d'avoir accepté de faire ces analyses croisées ce soir en présence de Bertrand Badi. Merci également à notre public d'avoir été avec nous ce soir, un 22 décembre. Nous aurons le plaisir de vous retrouver l'année prochaine avec un prochain webinaire, donc le 5 janvier 2021, sur la question des Palestiniens dans le monde avec Youssef Courbage. Et d'ici là, je vous souhaite au nom du CAREP de bonnes fêtes de fin d'année et surtout, et comme toujours, restez curieux. À bientôt. À bientôt. Merci.